Mais, dans certains cas, il faut qu'on s'en inquiète. Un chat qui a eu déjà des urolithiases, lorsqu'on a cherché à sous-saturer l'urine, si on surveille son urine dans ce cadre et qu'il y a des cristaux sont présents, nous savons que cette urine est sursaturée et que nous n'obtenons pas le résultat que nous recherchons. Donc, dans ce cas-là, on s'inquiéterait de trouver une cristallurie, un chat mâle qui a eu une obstruction, par exemple, mais on y reviendra tout à l'heure. Good diagnostic imaging is the other crucial part of investigation of cats with lower urinary tract disease. And this is a situation where ultrasonography is, generally speaking, much less useful than good quality radiographs. Radiographs give us a lot more information about lower urinary tract disease. So plain radiographs and contrast radiographs sur ce que nous recherchons. Donc, la radiographie est bien. Et nous pouvons, par exemple, ici identifier, par exemple, des pneumocystogrammes, par exemple, entre autres. Comme ce que vous voyez ici. Donc, l'analyse urinaire et des radios de bonne qualité, ça, c'est vraiment la base d'un bon diagnostic. Rapidement, 4 cas chroniques qui ont des signes à peu près évidents. Alors, nous avons un chat qui s'appelle Chaz, qui a 11 ans, qui est un chat européen, qui a une dysurie épisodique et récurrente. Il a été cathétérisé et néanmoins, nous le voyons avec un épisode de strangurie. Oliver, qui a 9 ans, 6 ans. Qui est aussi un chat européen qui a également les mêmes symptômes vers la strangurie, cathétérisé. La maladie est persistante, donc chronique. Ensuite, Eartha, qui a 5 ans, qui est un chat Havana, qui a été malade, elle, quand elle était très très jeune, et qui a également montre des signes récurrents de dysurie, d'hématurie et de périurie. Et puis nous avons Charlie, qui a 3 ans, qui est un chat européen, qui a également développé une strangurie pendant 36 heures, qui est déprimé, qui est léthargique, qui vomit, etc. Voilà. Mais si nous faisons des recherches intéressantes, une bonne analyse urinaire et les radiographies, on peut voir ce qui se passe. Vous ne le verrez probablement pas, mais ça, c'est la radio de Chaz, le cystogramme, et nous voyons qu'il y a un certain nombre de petits urolithes à partir d'oxalate de calcium. Avec Oliver, il avait sans doute une cystite idiopathique et avec un rétrécissement iatronogène. C'est le résultat de sa maladie maintenant et grâce à cela, nous avons pu l'identifier et nous avons fait une analyse très poussée. Donc nous savons que ces signes cliniques persistants et récurrents sont dus à ce rétrécissement iatrogène. Eartha, elle avait donc cette maladie très jeune, des maladies rénales, et nous avons trouvé une cystite bactérienne. Nous avons fait une analyse des sédiments, et en fait, elle avait un E. coli en plus. Et Charlie, lui, avait une uropathie obstructive. Donc, dans la plupart des cas, nous pouvons identifier les causes, ou en tout cas exclure les causes principales. Si nous identifions la cystite bactérienne, alors nous pouvons, à partir des cultures et des tests de sensitivité, mettre en place un traitement. Si nous en venons à constater un rétrécissement urétral, eh bien, nous pratiquons de la chirurgie pour pouvoir nous débarrasser de cette situation. Bon, quelquefois, c'est un peu plus complexe que ce que je vous montre là. Lorsque nous avons des urolithiases, eh bien, nous pouvons le gérer à long terme avec, évidemment, un aliment approprié, un traitement. On en a assez parlé ce soir, c'est très bien. Et c'est très, très important. Et il faudra toujours utiliser, en tout cas, ce sera toujours mieux d'utiliser une boîte, donc une alimentation humide plutôt que sèche.
Et cela parce qu'il y a une absorption naturelle plus grande de l'humidité et donc de l'eau qui est contenue dans ces aliments humides. Il y a des animaux qui n'ont pas envie non plus de manger de la boîte, alors il faudra évidemment prendre de l'aliment sec, mais sec, qui pourra ensuite favoriser l'absorption d'eau, etc., ou de fluide. Mais de préférence, vraiment, c'est l'aliment humide qui sera préféré. Alors, Charlie, ce chat qui a 3 ans, qui est un mâle castré, qui a donc cette obstruction, les fameux bouchons dont on parlait tout à l'heure. Alors lui, c'est un cas typique. Il a depuis 36 heures une strangurie, il est déprimé, en tout cas au moment où on l'a vu, il vomissait, il était léthargique, il était relativement faible, il était bradycardie de 120, il avait des douleurs, il avait une vessie vraiment tendue, douloureuse. Alors nous avons fait une étude de cas avec une récupération des urines. Ici vous voyez l'hématologie avec un CGR et puis beaucoup de créatinine. Il avait vraiment un taux de potassium extrêmement élevé. Vous voyez ici 7,9, c'est dans la colonne biochimie. Alors 8, c'est vraiment très très grave. 7,9, c'est beaucoup. C'est une cardiotoxicité très élevée. Il a beaucoup de phosphore, ce qui va en même temps que le problème rénal. Il y a des sédiments d'inflammation, et puis il y a aussi des struvites. Alors nous savons que ces cristaux peuvent être tout à fait normaux et on peut les retrouver dans l'urine des chats. Nous avons dit tout à l'heure qu'il avait une bradycardie de 120. Il a même des arrêts cardiaques assez fréquents, très courts, mais enfin, il a vraiment des problèmes avec un QRS assez large, des pics de vague T très impressionnantes. Alors Charlie, c'est quand même un chat qu'on voit tous, hein, c'est souvent, c'est régulier. Alors il a son azotémie post-rénale en raison de son neuropathie obstructive, et ça peut d'ailleurs l'amener à la mort dans les 2-3 jours si on ne le traite pas rapidement. Et souvent il y a en plus des complications, des effets secondaires. Et puis, il y a aussi d'autres causes, en plus de tout cela, pour cette obstruction urétale. Par exemple, enfin, nous savons que la plupart des chats ont des bouchons, mais il peut y avoir des raisons qui s'appellent des urolithiases. Il y a aussi des constrictions, et puis quelquefois, c'est une obstruction fonctionnelle plutôt que physique, parce que les sphincters sont pris de spasmes. Donc, nous avons une variété quand même de causes sous-jacentes. Ce qui est sans doute le plus commun et le plus probable, c'est le bouchon urétral. Ici, c'est un électromicrographe. Et il y a cette protéine de la muqueuse, cette matrice ici. Et à l'intérieur de cette matrice de la mucoprotéine, vous avez ici toutes ces petites choses qui vous montrent qu'il y a des cristaux, donc des struvites, qui ont été piégés dans cette matrice. Ça s'est un petit peu aggloméré, ça garde tout ensemble de manière à former ensuite ce fameux bouchon. Alors, comment est-ce que l'on peut améliorer et voire même se débarrasser de l'obstruction urétrale? Alors, si vous avez une méthode qui fonctionne bien pour vous, eh bien, continuez à le faire, bien sûr. Hein, je ne vais pas vous donner des leçons. C'est justement typiquement ce genre de situation où il n'y a pas de règle d'or pour pouvoir remédier à l'obstruction. Il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut faire, c'est évidemment éviter le traumatisme urétral. La plupart du temps.
Donc, il faut penser aux patients que l'on traite, il faut penser aux complications, il faut savoir dans quel état est ce châssis. Si ce sont des symptômes aigus, il faut vider la vessie aussi complètement que possible. Il faut évidemment prendre peut-être des échantillons de fluide si toutefois c'est nécessaire et n'a pas encore été fait de façon assez exhaustive. Ensuite, faire une investigation, évidemment, pour savoir quelles sont les maladies ou les signes avant-coureurs, etc. Ce que nous pouvons essayer de faire, c'est un massage urétral lorsqu'il y a... Alors évidemment, sauf dans certains cas où il ne faut pas le traumatiser, mais si c'est plutôt un petit bouchon ou s'il n'y a pas d'urolithiase, en tout cas pas de signe, alors là, oui, on peut faire des massages pour pouvoir dégager totalement le pénis avec ou alors pratiquer ou faire un toucher pelvien par le rectum et puis essayer de sentir s'il y a un bouchon et ensuite compresser doucement la vessie. Et ce qui est important, c'est de le faire vraiment de façon la plus douce possible, parce que la dernière des choses que l'on veut vraiment, c'est traumatiser l'urètre. Si vous ne pouvez pas enlever le bouchon de cette manière-là, alors il faudra sans doute passer à la cathétérisation. Une fois de plus, ce qui est important, c'est la manière dont on va le faire. Utiliser un cathéter doux, lubrifié, quelque chose comme par exemple ce que l'on appelle le PTFE, qui s'appelle Slippery Sam, un cathéter qui va vraiment éviter le traumatisme sur l'urètre. Donc quelque chose de très mou, de très doux. On veut bien sûr... on peut également, on veut l'éviter, le flash, évidemment. Mais bon, alors ça, vous avez des cathéters à bout ouvert plutôt qu'un cathéter qui a des ouvertures latérales. Pensez un petit peu au genre de cathéter que vous allez utiliser.